Je m'appelle Thaïs Lecam, j'ai 29 ans, je suis cofondatrice du projet Frérot Sailing avec Julien et Valentin. Je suis née à Pleumeur, j'ai grandi à Port-la-Forêt, bercée par la course au large et le monde nautique. Avant, je faisais du bateau, mais je naviguais avec l'Armagnac de famille, celui qui appartenait à mon grand-père, sur lequel mon père a appris à naviguer. Avec mon cousin Louis, on a continué à perpétuer cet héritage familial en naviguant dessus. C'est d'ailleurs sur ce bateau-là que j'ai appris à naviguer en solitaire. C'est au lendemain du confinement où j'ai commencé à partir toute seule dans les îles du Sud-Bretagne et je me suis rendu compte que j'étais très bien toute seule à bord d'un bateau. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je la fasse, cette mini transat. Moi, c'est Julien Letissier, j'ai 32 ans, je viens de région parisienne. Je viens de boucler ma deuxième mini transat et je compte pas m'arrêter là. Moi, c'est Valentin Noël, j'ai 27 ans. Je suis responsable d'une école de voile à Belle-Île et je fais partie de l'écurie Frérot Sailing. Une fois qu'on avait envie d'y aller tous les trois, faut trouver les moyens et en fait, faut monter un dossier qui est solide. Faut savoir à qui l'envoyer, aux bonnes personnes et ça, c'est mon métier. Donc après 800 mails, il y a eu Franck Citarel justement du groupe TPM qui a crocheté à l'hameçon, comme on dit. On s'est rencontrés et ça a été très très vite. C'est lui qui nous a permis justement de financer les plans d'archi et de lancer en fait tout le projet. Et ensuite, on a eu Branchet et Aspro, Philippe Ozimour, qui a permis de financer la construction du bateau de Julien. Et c'est comme ça en fait que la peloche a commencé. Je crois que tous les trois, on s'est associés avec des compétences complémentaires et tous les trois, on a appris dans nos champs de compétences, on a appris dans nos champs de non-compétences. Julien était spécialisé dans la préparation de bateaux, Valentin était spécialisé dans tout le processus d'entraînement et de préparation sur l'eau. Et moi, c'était plus la recherche de partenariat et la gestion de projet. En fait, tout ça, on l'a partagé ensemble. Sans cette mutualisation, j'aurais jamais acquis autant de compétences, en tout cas sur le plan technique, que si je les avais pas rencontrés. Quand tu mutualises, en fait, tu mets tout à plat. Tu prends les idées de chacun, tout seul tu vas plus vite, à plusieurs tu vas plus loin, et ça c'est sûr. Donc il y a des moments durs parce que le facteur humain c'est toujours compliqué à gérer, mais là on s'est quand même tous les trois bien trouvés, et puis on s'est toujours soutenus dans les moments difficiles des uns et des autres, donc moi je préfère être à trois qu'être tout seul et pas avoir ce soutien-là finalement. Moi dans la partie construction, j'étais là dès le début, dans la construction des bateaux, dès le premier tissu dans la coque. Thaïs et Julien étaient présents aussi sur le chantier DB Marine et encore plus dans la partie Stand as One où ils ont pris en main toute la préparation et la finition des bateaux. Moi j'ai découvert ce que c'était la préparation de bateaux, la construction navale, donc on a toujours cette petite appréhension, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que les bateaux sont fiables ? Je crois que moi, un des plus beaux moments du projet, c'est quand on a les deux bateaux au ponton en janvier dernier, ça va faire 1 an. Où là, les deux bateaux sont matés, sont à l'eau, on baptise le deuxième, et ça y est, la famille est presque au complet, et on sait que maintenant on rentre dans la partie opérationnelle de navigation. Ça c'est la première énorme fierté. Là, on sait qu'il n'y a plus grand chose qui va nous arrêter de partir. La transat est là en septembre. Il faut que les bateaux soient qualifiés, donc il y a des courses de qualification. Donc les premières courses, elles commencent en avril. Les bateaux, ils sont mis à l'eau au mois de février. Thaïs, elle a une qualification hors course de 1000 milles à faire qu'elle a réussi à caler avant les courses. Ça veut dire qu'ils ont eu seulement que 2 mois pour vraiment s'entraîner réellement. Quand on met à l'eau mon bateau en juillet, il y a 1 an et demi, là, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée ? Est-ce que je vais être capable de savoir gérer cette machine ? Parce que là, la machine me dépassait complètement. Et puis, en fait, c'est en s'entraînant, en étant toujours assoiffé en fait, d'entraînement, de faire des bêtises, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ça a éclaté toute la poulie. On est quand même sur un circuit semi-pro et amateur, donc faut pas l'oublier. C'est un peu le bizutage de la course au large, le circuit mini.
qu'on n'est pas sur 100% d'une flotte complètement préparée qui ne fait que ça de sa vie. Donc c'est rassurant. Toute la saison 2023 a été très forte. Il y a les pressions de qualification, est-ce qu'on va pouvoir vraiment s'aligner sur cette mini transat, parce que le parcours de qualification est quand même très exigeant quand on n'a que 1 an en fait pour prendre le départ des courses et valider les 1000. Nous ça a été chaud parce qu'au final la mini transat c'est 1500 1000 en course qui sont qualifiantes, qui sont obligatoires. Et nous en début d'année on n'en avait pas, on n'avait pas de 1000, on avait juste la duo Concarneau où moi j'avais 300 000 sur les 1500. Et donc au final c'est à toi pour le trophée MAP où t'es qualifié. Et moi c'est sur le mini fast-tête. Donc c'est les 2 dernières courses qu'on a fait avant la mini transat. Donc en fait on a su qu'on était qualifié et qu'on pouvait partir en septembre, le 24 septembre sur cette transat qui est le fruit de tout ce projet en juin. Donc ça a été vraiment short. Alors, il y a 4 ans, je vomissais sur le ponton. Et là, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc je pense que ça, c'est signe que l'écurie, elle a fait son boulot et qu'on est prêt à y aller, quoi. Je sais qu'il y a énormément de concurrence. Je sais que ça va être dur. Je sais que la météo, elle n'est pas favorable à ce que moi, j'aime rencontrer. Mais en fait, on est tous dans cet état d'esprit-là. Moi, sur le ponton, j'en pouvais plus. Fallait larguer les amarres parce que c'était une attente insoutenable. En fait, le moment où tous les bateaux commencent à partir du ponton, où on dit au revoir, les au revoir sont très, très difficiles. Voilà, il y a beaucoup d'émotions là. Rien à voir avec le fait que j'ai un peu perdu ma voix, mais ça c'est pas grave, dans quelques heures j'en aurai plus besoin. Les 90 bateaux, on est parti là. Dans presque bientôt 1h30, le top départ de la première étape, direction les Canaries. A priori, on essaie de vient d'avoir 2 bateaux qui viennent de se taper. Malheureusement, moi j'ai eu une collision qui m'a pas permis de me mettre à fond dans ma course dès le début. Le bateau Thaïs Le Cam, visiblement, alors je sais pas, aucune idée de l'étendue des dégâts. Et là, ça fout un coup au moral, mais il est hors de question que cette avarie, en fait, sonne la fin du projet. Ça aurait été un vrai échec de pas continuer, et c'est pas possible. On s'est pas battu pendant 2 ans et demi comme ça pour abandonner. Elle était en train de dire qu'elle avait la priorité et en train de ranger son matériel à l'intérieur de son bateau et elle était sous pilote automatique. J'ai pas l'impression que ce soit trop grave sur le bateau de Thaïs en tout cas. Mais voilà, faut vraiment aller vérifier, s'assurer que tout va bien. S'il faut réparer, c'est maintenant. Donc, On est à 100 mètres l'un de l'autre. Quand elle se fait rentrer dedans, moi j'entends le bruit. Je suis sur le pont. C'est des bruits qui font toujours froid dans le dos. Quand tu casses du carbone, quand 2 bateaux se rentrent dedans, c'est assez caractéristique comme bruit. Et puis je l'entends appeler à la VHF, donc je comprends que c'est elle. De toute façon, je suis sur mon bateau, elle est sur le sien, on est à 20 minutes du départ. Je peux, hormis lui dire, on bascule de canal et vas-y, t'es dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'il y a comme avarie à première vue, rien. Déjà, t'as pas le bout dehors en vrac avant même d'avoir pris le départ, t'as pas un trou béant dans le bateau. Ok, bah vas-y, écarte-toi de la flotte, prends le temps de bien checker. Et puis, de toute façon, la route est longue, on est encore un moment le long des côtes. Si vraiment il y a un souci, tu vas savoir gérer, t'as ce qu'il faut à bord. Donc, je fais en sorte d'être rassurant et de pas trop me polluer non plus. Parce que moi aussi, l'émotion, elle est dure, même si c'est une deuxième fois, faut la gérer quand même, cette émotion de départ. Dès que le départ est lancé, en fait, on suit la course tout le temps dès qu'on peut. Et ce qui est compliqué avec la Mini Transat, c'est qu'on n'a aucun moyen de communication avec eux sur l'eau. Donc en fait, s'il y a un problème, on ne sait pas tout de suite. Et la cartographie, elle se met à jour toutes les 4 heures. Donc dès qu'il y a un moment où on voit que la vitesse du bateau ou la direction, elle n'est pas sur la route, on s'inquiète et on se fait les pires scénarios. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'auraient pas déchiré une voile? Est-ce qu'ils n'ont pas cassé ça? Est-ce qu'il y a un problème de santé à bord? En fait, on sait pas ce qui se passe. On stresse, et puis dès qu'il y a une mise à jour de la cartographie, ouf, c'est bon, le bateau est reparti sur une bonne route, il a une bonne vitesse. Apparemment, on aurait du vent. Bon, on l'attend, hein. Au bout de 3 jours, on va dire que l'ambiance a changé, puisqu'on a le front qui est venu à notre rencontre au large du Cap Finistère. Moi, j'ai vu que le bateau, ça allait le faire, au moins jusqu'aux Canaries.
Et là, c'était parti, quoi. Ouais. Et voilà la petite rencontre du matin. Joie, bonheur. Ah, il est assez petit, hein, mais il est pas loin du tout. Bon, l'avantage, c'est qu'on arrive à discuter avec eux. Ils sont très gentils. Et je lui ai demandé de modifier légèrement sa trajectoire. Comme ça, je vais pouvoir passer derrière lui. Et il n'y a pas de risque. Mais là, c'est pas loin. Faut pas se retrouver à siester au moment où tu croises un machin comme ça, parce que ça se finit mal. Sur un petit coup de virement de bord, là, je me suis fait Gabi sur le 865 et Marie sur le 1050. J'étais 2000 derrière, je suis 2000 devant. Et ça fait plaisir, voilà. En plus, au près, ils sont plutôt rapides. Et moi, c'est pas mon fort. Et là, je suis pas mécontent de moi. Moi, je suis super content quand je suis en mer. Et voilà. T'es content de partir, t'es content de revenir aussi, mais t'es content quand il y est. Tout est matossé au vent. Une fois que t'es parti, tu vois rien d'autre que le bleu à perte de vue, les grains, même si c'est anxiogène, c'est quand même sublime, quoi. Quand on voit des ailerons de loin comme ça, on a toujours peur que ce soit les orques. Là, je les reconnais, c'est bien les dauphins. Ils viennent à notre rencontre en ce bon matin de pétole. Je sais pas combien il y en a, j'en ai jamais vu autant, je crois. Ouais, c'est notre petit outil de météo, BLU à l'ancienne. C'était un apprentissage pour moi parce que j'avais jamais passé plus de 2 jours en course en solitaire. Là, on passe de 2 à 10 jours, ça n'a rien à voir. On est en train de passer le Cap Finistère, c'est toujours très compliqué. C'est une première pour moi. On va attendre que ça passe et puis je vais barrer parce que du coup j'ai plus trop d'énergie. Eh bien, c'est monté encore d'un cran là au Cap Finistère. Je suis un peu toute seule en plus, je vois pas le reste de la flotte. Je sais pas où ils sont mis, sûrement proche de la côte. Bout du compte, le Cap Finistère m'aura laissé un aérien en vrac. Ouais, j'ai perdu mon aérien là. Il y avait des rafales à plus de 35 nœuds. Bon voilà, la loi de Murphy, j'ai mon Génac qui était matossé, qui a failli finir à la flotte, enfin qui était dans la flotte et je suis allée le chercher. Donc j'étais à moitié trempée quoi, tout le haut du corps dans la flotte. Bref, pas une partie de plaisir. Bon, le petit bilan du matin, c'est qu'on a perdu une petite pièce de la girouette, plus exactement de l'anémomètre. Donc j'ai plus d'informations vitesse du vent. Pour la performance, ça va être un gros problème. Comme le bateau ne suit plus les évolutions du vent, je dois le faire à la main. Et ça, c'est très chiant. Faut être dessus tout le temps. J'ai élaboré un plan pour mon godet d'aérien. Si j'arrive à faire ça, il va falloir que je monte chercher ce qui est cassé là-haut là. J'ai pas la pièce, mais je peux la reconstruire. Enfin, je pense. Voilà l'objet du délit. Voilà. Là, il y en a un ici qui est cassé. Du coup, on va essayer de mouler une pièce en carbone sur un des 2 godets là qui reste et de venir la recoller au bout de ce petit moignon là. J'ai utilisé un des 2 godets restants pour faire une petite pièce en carbone et là je viens de la démouler. Tada! Bon, c'est pas une pièce de musée hein, mais ça devrait fonctionner. C'est bon, il est fixé, il tourne. Yes! Ouais! Bigorneau qui se transforme en tapis volant. Entre 13 et 16 nœuds là, tout le temps. C'est pas mal. Carnet de bord, Pénélope Pussycat, étape 1. Mardi 3 octobre, jour 9. On avance dans la bonne direction avec Pénélope Pussycat, mais le moral est en dents de scie. Je suis aux fraises dans les classements et j'ai hâte d'arriver. Ça ira mieux plus tard.
Peut-être suis-je trop fatiguée. J'espère ne pas me prendre de grain cette nuit. J'ai l'impression que je fais tout comme il faut et je suis 18e au classement. Enfin, voilà. J'essaye d'avoiner au maximum. Je vais à 11 nœuds de moyenne et ça va pas quoi. Les autres ils sont toujours plus rapides. Je sais pas par où ils sont passés, mais. Bon, on est à 57 000 de l'arrivée. Là, ça commence à être dur de tenir. J'ai pas dormi depuis hier matin. Il y a Robinson, Federico et Ross que je peux mettre derrière. Donc là, faut manger du sucre et faut tenir. On arrive dans le port de la Palma, je suis en remorquage derrière des super gars. C'est trop beau. Voilà, c'est un peu industriel, mais j'ai hâte d'aller me balader là-dedans. Et du coup, je crois que j'ai réussi à prendre la 3e place. C'est la première fois que je vois de la terre depuis 11 jours quoi. Ça fait plaisir. Eux sont arrivés le matin avec du vent, pour ceux qui ne sont pas collés à la côte. Et moi, je voyais le tic-tac du chrono. Et ça, je savais que c'était du temps que je ne pouvais pas reprendre, qui est perdu pour la 2e étape. Après, ça m'a permis aussi d'être décomplexée de la performance, on va dire, d'être plus détendue sur le départ de la 2e. Donc c'est un mal pour un bien. Ouais, j'ai fait un peu le tour du bourg, ouais. J'aurais dû rester à l'ouest. Ouais, les dorsales m'ont fait trop peur. Je suis partie à l'est et ça a été l'erreur. Du coup, la prochaine fois, c'est vrai que quand tu prends une décision, il faut y aller jusqu'au bout. Voilà. Donc je passe la ligne d'arrivée, je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais globalement, les bateaux, super sains, on arrive aux Canaries, on vérifie évidemment le choc avec Valentin. Grâce au camion que Glénan Concept Car nous a prêté, j'ai pu descendre avec Gabin aux Canaries pour faire une expédition, ramener du matériel et de l'outillage pour porter assistance technique au Mini 650. Donc on a, grâce à une mutualisation avec d'autres prototypes, on a pu financer ça et je suis descendu en camion avec Gabin pour l'escale technique. En fait, on a mutualisé avec 6 équipes, 6 prototypes pour nous permettre de réparer. Et au final, cette assistance a servi à plus de 20 bateaux. Donc ça, on était heureux aussi d'avoir mis l'énergie pour ce soutien logistique. Je me suis retrouvé à réparer le bateau de Marie Gendron, qui n'était pas prévu du tout. J'étais dans le ferry pour arriver aux Canaries et 10 minutes avant d'arriver, de débarquer, je reçois un message « Est-ce que tu peux venir voir mon bateau ?» J'ai eu un petit souci, donc j'ai passé une semaine à réparer le bateau d'un concurrent. Donc j'ai mangé un peu de poussière de carbone aux Canaries aussi. Mais c'est ça aussi l'esprit Midi, c'est la solidarité. On a bossé une semaine en technique sur les bateaux. Une fois que les bateaux étaient prêts à partir, on a pu partir se balader, un peu visiter les Canaries, souffler, profiter avant le départ de la 2e étape. Bonne course. Attention à toi. Il n'y a pas d'air. Je crois qu'en 24 heures, on fait 70 000, un truc comme ça, ce qui est que dalle. Enfin, on n'a pas bougé, on voit encore presque l'île de la Palma. La flotte s'est étalée le jour du départ un petit peu, il y a plus de vent à la côte qu'au large, et dans la nuit, la tête de flotte s'arrête, toute la queue de flotte revient, les bateaux, on est presque à ressortir les pare-battages pour pas se toucher. Et on a perdu une 10 en tête de mât, mais c'est pas grave. J'ai été super bien partie, j'ai passé la ligne en 2e.
Eh bien, je me suis précipitée et dans ma gueule, il va falloir que je monte en haut du mât à récupérer cette drisse. Super. Journal de bord, Bigorneau, deuxième étape de la Mini Transat. Lundi 30 octobre, 23h50 temps universel. C'est la pétole molle. Le ciel se découvre. J'ai du mal à comprendre dans quelle phase de transition on est actuellement. J'espère juste que c'est pour tout le monde pareil. J'ai été très malade les premiers jours. J'avais 42 fièvres dans le bateau, j'arrivais plus à m'alimenter. C'est pas le mal de mer, je vous fais pas un dessin. Je savais pas d'où ça venait. Le premier jour, tu te dis que ça peut être le stress. Le deuxième jour, ça va pas mieux. Le troisième jour, physiquement, ça va toujours pas mieux. Donc là, je me pose des questions, je commence à prendre des médicaments. Mon hydro s'est arraché du tableau arrière. Donc là, je vais être en économie d'énergie pendant 10 jours. Ça fait chier, quoi. C'est la prunelle de mes yeux, j'y ai pas fait assez attention, il s'est arraché avec putain de sécu de merde. C'est pas la grande forme. Ça ira mieux quand tout sera arrivé, hein. En vrai, j'ai peur pour le bateau. Je vais pas réussir à faire 2000 milles comme ça. Je suis un peu en surpression là. J'arrive pas à manger, j'ai peur de tout péter tout le temps. Ça va trop vite. Aujourd'hui, je voulais dormir la journée pour pouvoir économiser l'énergie ce soir, mais j'ai pas réussi. Voilà, mais il y a un moment où il va falloir que je dorme en 10 jours, sinon ça va pas le faire. Mais sinon, j'ai réussi à déjà manger ce soir, et ça c'est bien. Quand je vois tous les problèmes qu'on peut avoir à bord, c'est un truc de chien quoi. Mon père est un maso, Julien est un maso, tous les skippers sont des masos. J'ai du mal à trouver le plaisir. Les gens te disent ouais, prends du plaisir, c'est une expérience incroyable. Bah ouais, écoute, je suis surtout en train de passer à côté de ma transat, je crois, parce que putain, elle est là. Parce que je prends pas de plaisir. J'ai l'impression d'être esclave de mon bateau, mais complètement. Pire qu'en chantier. Une esclave maso à bord de Pénélope. Voilà. Bon, on a arrêté de broyer du noir hier. Je pense que niveau énergie, ça va le faire jusqu'au bout. Faut juste que je fasse attention à mes panneaux solaires, comme à la prunelle de mes yeux. Le moral va mieux, en tout cas j'ai l'impression que les batteries chargent bien là avec le soleil et que je suis pas en galère d'énergie. Je suis pas obligée de me faire mal à barrer de nuit où on voit rien. J'ai 9 nœuds, putain, j'avance pas, je suis collé à la piste là, j'en ai marre. Je vais clairement arrêter d'écouter les classements déjà parce que ça me gonfle. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle le mûrissement. C'est-à-dire qu'à force, tu deviens, tu prends le temps de comment dire. Je suis de plus en plus posé. Je sais que ça me va pas, mais je sais aussi qu'à péter des plombs, ça fait pas avancer le bateau, donc tu prends ton mal en patience, quoi. J'ai moins ces phases de gros pétage de plomb que je pouvais avoir il y a quelques années. J'ai un peu de mal à trouver le plaisir là aujourd'hui. On va plus tard. Voilà, on voit bien la cheminée là-haut là. Et en dessous il pleut. Sur les contours du nuage il y a du vent. Dessous le nuage et derrière le nuage il n'y a pas de vent. Donc voilà, on essaye de se placer à peu près bien pour toucher du vent sur les côtés, pas se faire attraper dessous, pas se faire attraper derrière. En fait, tu fais tout en fonction des conditions météo. Ça va être la première chose qui va régir en fait ta vie à bord. On se fait chasser par un grain énorme. Et là j'attaque tout ce que je peux pour passer devant. Et ça va le faire. Et là on a 25, 27 nœuds sous médium. Faut faire autant attention à soi en tant que skipper en mer que à son bateau. Et quand tu commences à casser des choses, parce qu'évidemment c'est dans les conditions de vent qu'on a eu qu'on risque de la grosse casse, donc c'est un peu acharné sur la préparation quand même de nos machines pendant l'année dernière.
et ben ça te permet de te rassurer, mais en même temps tu te dis c'est toi qui l'as fait, donc est-ce que tu as vraiment confiance en toi? En fait, les moments de pause, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare, y a toujours des petits moments où on arrive à se détacher un peu de la machine et de la course, où par exemple pendant 20 minutes, on va lire un livre. En étudiant ma trace, ce que je vois, c'est en fait les moments où j'ai débranché le cerveau, c'est là où j'allais le plus vite. Mais quand je parle de débrancher le cerveau, ça fait partie en fait du plaisir. Parce que tu oublies justement un petit peu tous les paramètres extérieurs qui peuvent te mettre la pression comme les concurrents parce que tu es en course. C'est ces moments-là où en fait tu arrives à être au maximum de ta performance parce que tu n'as pas cette pression. Et c'est là où tu te fais plaisir. C'est pas les pointes à 23 nœuds qui vont te faire gagner une course, c'est le fait d'être à une vitesse stable de 14 nœuds par exemple sur 24 heures, là tu peux y aller. La première étape, j'ai écouté beaucoup les classements qui m'ont mis des petits coups au moral, donc j'ai évité de les écouter sur la deuxième, j'ai écouté que la météo. C'est un truc de ouf. Et puis il y a un moment donné où au milieu du parcours, là j'avais éteint ma com pour économiser de la batterie. Je me dis bon, je ne veux pas m'endormir comme ça, là je rallume la com et là je vois Jacques Delcroix, je vois Hugues de Prémart qui est premier en série. Je me dis mais c'est pas vrai. Bref, la météo arrive. Et là du coup, pour le coup, j'ai écouté les classements pour la première fois et je suis super contente quoi. Je pensais pas que j'en étais là, je pensais que je m'étais pris une ramasse. Ce matin j'étais 7ème et je suis à 12 000 de Julien. Je n'ai pas remporté VHF mais je vais tout faire pour. Et puis je suis à 100 000 du premier quoi. Donc je me rends compte que je suis pas si mal placée, que je suis dans le match. Et là le matin où je match énormément avec Jacques, il y a Julien que je ne voyais pas à l'AIS, donc sur nos systèmes de localisation des bateaux. Mais par contre, il nous entend discuter avec Jacques à la VHF. Et là, on a notre premier contact depuis plusieurs jours en fait. Ça fait un bien fou. Voilà. Enfin, c'est un échange qui a duré 5 minutes, mais ça rebooste à fond quoi. Moralement, ça m'a quand même donné bien l'envie de continuer à rester dans le match, parce que j'étais que à 12 000. Et là, je me suis dit, waouh, si je suis là, je peux continuer à être aussi bien placée. Et là, rien ne peut m'arrêter. Reprise du dimanche 5 novembre. En regardant ce beau ciel étoilé, je me rends compte que je réalise un rêve, mon rêve. Cela fait des années que je l'imagine et 2 ans et demi que je le prépare et ça y est, nous y sommes. Alors je jette par-dessus bord tous les doutes et pensées négatives que j'ai pu avoir pour profiter de chaque instant. Car non, je ne passerai pas à côté de ma transat. Je pense que le plus beau, c'est cette solitude. Tu vas à la recherche de cette solitude, donc tu es vraiment face à toi-même, dans un espèce d'état d'esprit de méditation pendant cette traversée, parce que pendant une semaine, tu vois vraiment personne, tu vois personne et tu as de connexion avec personne. Donc moi, ça m'a énormément plu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'y retourner. Un nouveau grain là. Et là je peux vous dire qu'on va clairement attendre que ça passe. Je vous montre un peu. Oh putain, ça pleut beaucoup. Par contre, ça te rend très humble parce que tu sais que l'incontrôlable c'est Dame Nature et qu'il faut la respecter. Et que dans tous les cas, tu es un petit peu sous son emprise. Donc finalement t'es seul mais face à face avec toi-même et Dame Nature. Celui-là, t'as le droit de le longer. Il faut pas passer dessous. Si tu passes dessous, t'as de la pluie et t'as pas de vent. Et quand t'es à côté, t'as pas de pluie et t'as du vent. Voilà. Il y a un porte-conteneur sur la route. Transat. TRANSAT.
Yeah, understood. Mini transit. Okay. Let me check. Mini transit. Parce qu'il n'y a pas de vent là, ça fait chier. Could you tell me where is the Jacques Delcroix, the number 6? Okay, ma'am. Let me check. Let me go on the map. I will check and will revert you back. Okay? Thank you very much. Welcome. Thank you, have a good day, bye. Bye bye. Ah, il était vraiment sympa lui. Donc je suis pas la seule à être tankée dans pas de vent, donc tout va bien, je suis rassurée. J'aime pas trop beaucoup ça. Jacques, je te laisserai pas passer devant, tu restes derrière. J'ai pas beaucoup dormi depuis 24 heures. Et alors, je sais pas si ça se ressent, mais les conditions à bord là, elles sont infernales. Bon. On est à entre 15 et 18 nœuds tout le temps, il y a 23 nœuds de vent sous speed médium là, et là c'est chaud de chez chaud. En tout cas pour essayer de dormir, manger, c'est quasi impossible. Vendredi 10 novembre, 14e jour de course. J'ai zigzagué entre les grains toute la nuit. Je me suis brûlé la main gauche en voulant retenir une écoute. J'ai des cloques partout, je suis épuisée. Je n'ai pas trouvé le sommeil aujourd'hui, donc je fais des conneries. Je ne comprends pas la trace sur le GPS, les nombres se mélangent. Le bateau tape dans tous les sens, la quille met des coups de rappel. Je craque à chaudes larmes. Je prie Éole et Dame Nature d'être clément avec moi. Je supplie Pénélope qu'elle m'amène à destination. Plus que 290 000. Moi, pendant 13 jours de transat, je pense que les 5 dernières minutes, j'apprends encore plein de choses sur mon bateau. Donc il y a un côté frustrant de ne pas avoir eu cette connaissance au départ, et il y a une envie de reprendre un départ avec ces connaissances et avec d'autres connaissances encore. Faut pas se tromper d'objectif. Le but, c'est pas de passer notre vie à construire des bateaux toujours plus performants sans nous-mêmes progresser. En fait, t'as jamais fini d'apprendre, et plus t'en auras appris, plus tu seras performant, et plus t'apprends sur toi, plus t'es performant. C'est Julien qui arrive en premier le matin. Donc on a été le chercher en Zodiac, et puis là, dès qu'on s'éloigne du port et qu'on commence à voir le mât des bateaux, en fait ça arrive super vite. Ils arrivent sur la ligne, ils font la caisse. C'est impressionnant, ce bateau il cible de partout, il fume, ils arrivent comme des fusées. L'émotion elle monte quoi, tu vois tes frérots arriver, tu vois le premier frérot arriver. Quatrième en plus, il joue le chrono parce que s'il passe la ligne dans les temps, il reste troisième au général. Jusqu'à la dernière seconde, il franchit la ligne. On est comme lui, quoi, le couteau entre les dents. Nous, on le regarde, on le suit, on est à fond. Et puis dès qu'il passe la ligne, là, c'est soulagement. Et on voit sur le chrono qu'il garde sa troisième place au général. Et puis on a hâte d'aller l'accueillir sur le ponton, quoi. T'as envie d'arriver, ça c'est sûr. Parce que je pense que le point caractéristique fort de ces bateaux, des mini, c'est l'inconfort absolu. C'est que à aucun endroit tu peux te tenir debout, à aucun endroit tu peux t'allonger tout ton long. T'as pas de petits fauteuils confortables, t'as les boutons aux fesses au bout de 4 jours et après tu vis avec pendant les 10 suivants. T'as envie de manger un truc chaud qui a été préparé par quelqu'un d'autre et qui est vraiment bon à manger. T'as envie de faire une nuit de plus de 25 minutes. Donc t'as envie d'arriver jusqu'à ce que tu vois la ligne d'arrivée, et à ce moment-là tu prends conscience que ça se termine en fait. Donc t'es presque en train de freiner sur les derniers mètres en te disant bon bah là une fois que je vais passer l'alignement entre la bouée et le bateau, c'est terminé. Cet épisode se termine et je reviens à une vie normale. Est-ce que je suis sûr de bien en avoir assez profité? Quand tu vois les Zodiacs qui viennent à ta rencontre, tu sais plus trop où t'habites, tu sais plus comment tu t'appelles. Ah, le retour au contact humain, c'est quand même une grosse claque dans la tronche. Hein. Ouais, mais ça va aller. Une dizaine d'heures plus tard, on va chercher Thaïs de nuit.
On la voit arriver avec une super chemise, des lunettes cœur, une arrivée comme une rockstar. Puis là, ça y est, on est tous les trois sur le ponton en Guadeloupe. On est tellement heureux en fait de retrouver ses proches, ses amis, ses frérots sur la ligne d'arrivée. Et c'est une fierté quoi, parce qu'en plus avec les résultats qu'on fait, on est fiers. Et ce qui était plaisant, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas envie de s'arrêter là. Puis on a la chance d'être arrivé avec 10-12 heures d'intervalle, donc notre soirée d'arrivée, on célébrait les 2 arrivées en même temps. C'était top. Les gens ont un peu halluciné de nous voir faire la fête jusqu'à 8h du matin, mais en fait, nous, c'est bon, on refait une sieste de 5 heures, on n'a pas dormi en fait 5 heures d'affilée depuis 2 semaines. Et t'as une énorme énergie positive aussi qui est dégagée par toute cette famille de la classe mini, où en fait, il y a énormément de bienveillance sur l'eau, parce qu'on est tous dans les mêmes conditions de solitude, et l'arrivée de tous les copains et tous les concurrents de toute cette famille aussi, c'est génial, quoi. L'arrivée de Romain en dernier... C'était une explosion de saveurs, ça montre que c'est pas juste des bonhommes qui traversent l'Atlantique tout seuls sur leur bateau, en fait, c'est un groupe. En arrivant, évidemment, faut digérer, donc au début, t'as plus envie de voir ton bateau en peinture, tu vois, la Pénélope, moi j'avais bien envie de la laisser, faut décanter. Et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, ah bah tiens, mon bateau il me manque. Là tu te rends compte que les mauvais souvenirs, justement... se sont effacés pour ne garder que les bons. Jamais je me serais vue il y a 1 an à cette place, à ce classement, et c'est une grande fierté d'avoir réussi à faire ça, et la plus grande fierté, c'est de l'avoir fait ensemble. Quand tu as la sensation d'avoir fait tout ce que tu pouvais, tout ce que tu avais en capacité, on peut toujours faire mieux, mais quand tu as le sentiment d'avoir fait le maximum, t'as pas vraiment de regrets en fait.